Bonjour à vous, bonjour chère Laurence. Bonjour Sonia. Et bienvenue à tous à la grande interview sur CNews et Europe 1 en format inédit, spécial ce matin alors que nous vivons un moment singulier sur la scène internationale compte tenu bien sûr de ce qui est en jeu en Ukraine et plus largement en Europe et tout cela avec un nouvel ordre mondial incarné par Donald Trump. Il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup d'angoisse et d'interrogations, de nombreuses interrogations. Pour y répondre ce matin, un invité exceptionnel. Bonjour François Bayrou, monsieur le Premier ministre. Bonjour Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir choisi nos antennes, CNews et Europe 1 pour vous exprimer. Monsieur Bayrou, les Français sont inquiets. Les mots menaces et guerre ont été employés par le président de la République. S'ils sont d'accord pour réarmer notre pays, qui a trop longtemps négligé sa défense nationale, eh bien, ils se demandent aussi qui va payer la note. On va y venir dans cette émission, on aura le temps de nous exprimer. Mais d'abord une question. François Bayrou. L'Ukraine n'a jamais semblé aussi proche de la paix. Le président Zelensky la veut, le président Trump la veut. Et pourtant, l'Union européenne, et tout particulièrement la France, semble vouloir partir en guerre et en guerre contre la Russie. Comment expliquez-vous ce paradoxe ? Oui, c'est une présentation que je crois un peu forcée, un peu excessive. En quoi ? C'est quoi ? Je vais vous expliquer. C'est très simple. Nous avons connu, depuis 3 ans, quelque chose qui était totalement exclu de la pensée de tous les pays européens et de tous les pays du monde, qui était de voir un pays parmi les plus puissants de la planète, le plus vaste, le plus doté de toutes les richesses du sous-sol, avec une armée qui est une des 2 ou 3 armées les plus puissantes du monde, se jeter sur son pays voisin pour l'annexer, pour en prendre le contrôle, pour en chasser les dirigeants, bref, pour le happer et le prendre. Or, ce pays, la Russie, est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est-à-dire qu'il est parmi les 5 pays qui sont le garant de la loi internationale. Ils sont, au nom de toutes les nations de la planète, ils sont ceux qui s'étaient engagés à garantir qu'on respecterait la loi des nations. Et voilà que ce pays fait ce que d'autres pays, dans les années 40, à la fin des années 30, ont fait sur leurs voisins. Et c'est une chose dont nous savions depuis le premier jour que ça changerait la manière dont les nations vont vivre ensemble. Et aujourd'hui, monsieur le Premier ministre, est parti de là, c'est l'épicentre d'un tremblement de terre qui s'est répandu partout sur la planète et qui est, au fond, de dire le monde dans lequel nous avons vécu depuis la guerre, le monde de la force de la loi, est passé dans un autre monde qui est la loi du plus fort. Désormais, si vous avez les moyens, si vous avez l'armée, si vous avez l'aviation, si vous avez toutes les menaces que la guerre moderne a réunies, alors vous pouvez conquérir le voisin. Si on ne voit pas à quel point ceci est un déstabilisateur de toute la vie de la planète, on voit rien. Mais est-ce qu'il vaut mieux... Et donc quand vous dites ils veulent la paix, il y a l'Europe franchement... On n'a jamais été aussi proche de la paix. Oui, on est aussi proche de ce que cherche un certain nombre des acteurs, c'est la capitulation. C'est que on consacre, sans rien dire, les bras croisés, l'idée que oui, l'annexion a réussi, la conquête a réussi, l'Ukraine sera à genoux et Zelensky sera à genoux, ce qu'on a vu dans le bureau ovale de la Maison-Blanche et qui est absolument sans précédent. François Bayrou, pardonnez-moi, faut-il mieux une paix imparfaite qu'une guerre interminable ? Cette présentation-là, on l'a connue dans les années 30, c'est une présentation qui nous a menés au pire. C'est pas comme ça qu'il faut voir comment présentez-vous la situation ? Il est vrai, comme l'a dit Laurence, le mot paix revient dans la bouche des Américains, alors que le mot guerre revient dans la bouche d'Emmanuel Macron. En aucune manière. Cette présentation-là qui tendrait, qui chercherait à faire croire que Poutine est un gentil garçon qui voudrait la paix, que ce qu'il a fait, après tout,
c'était presque normal. C'est ça qu'on entend à longueur de temps dans la bouche de certains. Qui le dit? Cette présentation, vous par exemple. Ah non, pardonnez-moi, c'est une question. Et je pense que beaucoup de Français, de ceux qui nous regardent, nous écoutent. Vous êtes trop avertis pour ne pas savoir que dans les questions, il y a des réponses. Et donc, on va essayer de dire les choses comme elles sont, parce que ce que je viens de présenter n'est qu'un aspect de la situation. Il y a eu le déclenchement d'un tremblement de terre, un épicentre, mais le tremblement de terre ne s'est pas arrêté là. Parce qu'il se trouve que l'élection du président des États-Unis, M. Trump, a ajouté quelque chose qui alors était non seulement inattendu, mais inimaginable. Inattendu. Monsieur Trump n'a cessé de prévenir les Européens, Monsieur Bayrou. Oui, les Européens sont sidérés de ce qu'ils ont vu arriver. Sonia Mabrouk, nous n'avons pas de débat ensemble. Je ne cherche pas à débattre. Je cherche à dire les choses comme elles doivent être dites. Et précisément sur cette antenne. Qu'est-ce que fait Donald Trump? Il fait le renversement des alliances. Nous avions, depuis la guerre, et payé au prix du sang, nous avions payé au prix du sang de nous les Français, des Européens, des Allemands qui ont été entraînés dans ce drame et y ont perdu des millions des leurs, et aussi ils y ont perdu une certaine idée de l'humanité, et du sang des Américains qui sont venus nous aider pour essayer pour sauver ce qui pouvait l'être de la loi internationale. Nous avons vécu depuis la guerre dans ce climat qui était, nous avons en Europe et dans l'OTAN l'alliance des libertés. Et voilà que M. Trump renverse ça, et il ne le renverse pas à moitié. Je rappelle, il est membre du Conseil national des Nations Unies, et les Nations Unies sont sur son sol. Eh bien, que fait Donald Trump? Alors, il pousse la logique jusqu'au bout, c'est-à-dire, il dit, au fond, c'est Poutine qui a raison, et je vais lui abandonner l'Ukraine. Je vais me payer en captant... En terres rares. En captant les minerais, les terres rares, comme on dit, qui sont chez lui. Et deuxièmement, alors on va pas s'arrêter là. Je vais prendre le canal de Panama, je vais prendre le Groenland. Je rappelle, le Groenland, c'est une terre membre de l'Union européenne par le Danemark. Contre ses alliés, donc. Je rappelle, le Danemark est membre de l'OTAN. Je ne sais pas si vous voyez On voit très bien. Monsieur le Premier ministre, les États-Unis sont encore un allié pour vous? De tout ça. Et il va plus loin et il dit je vais prendre Gaza. Je vais faire de Gaza une Riviera. Quand on met les deux images l'une face à l'autre, on voit des choses qui sont extraordinaires. Et il ne s'arrête pas là. Est-il un allié? Et il ne s'arrête pas là. Mais est-il un allié? Attendez, laissez-moi poursuivre mon raisonnement jusqu'au bout. C'est une situation historique suffisamment lourde. Il ne s'arrête pas là. Il déclare à l'Europe une guerre commerciale. Notre pays vit en grande partie de ses exportations. Et à l'inverse, les États-Unis exportent chez nous. La balance commerciale entre les États-Unis et la France est à peu près équilibrée. Et l'Europe, non, en raison de l'Allemagne, mais entre les États-Unis et la France, c'est à peu près équilibré. Il déclare la guerre commerciale qui va avoir, en termes de crise économique, des conséquences impressionnantes et très dangereuses pour nous. Joe Biden l'avait fait aussi. Il dit, je vais mettre 25% de droits de douane sur les produits européens. Vous vous rendez compte? Alors vous dites, est-ce un allié? Un allié qui décide de passer dans le camp de vos adversaires. Un allié qui décide de passer dans le camp de ceux qui bouleversent et remettent en cause l'ordre international. Un allié qui vous déclare une guerre commerciale et qui prétend annexer des territoires qui appartiennent à des pays libres, sans parler du Canada, a-t-il dit, comme ça pourrait devenir un État américain. Donc ça s'appelle un ennemi, François Bayrou? Non, ça s'appelle une destruction de l'ordre international. D'accord, donc... Ça s'appelle la remise en cause de tout ce à quoi nous croyons. Et cette remise en cause, elle laisse les Européens stupéfaits, parce que
Comment expliquer la quasi-totalité des pays... Comment expliquer cette sidération, Monsieur le Premier ministre? Pardonnez-moi, tout le monde a vu les déclarations de Donald Trump depuis des mois. Il a été élu pour ce qu'il a dit. Ça peut paraître étonnant en France, peut-être. Mais pourquoi cette sidération alors qu'il a parlé de cette guerre commerciale, alors que nous savions qu'il y aurait un renversement des alliances? Ne pousse-t-il pas finalement au réveil et au sursaut? Alors, ce sont deux questions différentes. Est-ce qu'il faut être ému, choqué, scandalisé, révolté par ces attitudes? Ma réponse est évidemment oui. Mais deuxième question, est-ce que ça appelle au réveil de l'Europe? Évidemment oui. Alors c'est pas une surprise pour les Français, spécialement pour ceux qui vous parlent et dans le grand mouvement que depuis très longtemps nous avons défendu dans la politique française. C'est pas une surprise pour vous, donc, François Bayrou. Donc ça n'est pas une surprise pour moi sur ce point que l'Europe doit se défendre elle-même. Parlons-en. Que l'idée, et c'est le seul point sur lequel je suis d'accord avec Trump. Un point. Les présidents successifs des États-Unis, depuis longtemps, ont raison de dire « vous n'êtes pas pauvres ». Vous êtes parmi les ensembles les plus riches de la planète. Si on prend le produit intérieur, la richesse des nations, l'Union européenne, c'est 10 fois plus riche que la Russie. Parce que la Russie, grâce ou à cause de son système, elle a mis à mal toutes les structures qui font qu'une société marche bien. Enfin, l'économie russe n'est pas à terre. Je n'ai pas dit qu'elle était à terre. Vous m'avez pas écouté. Je vous donne les chiffres. Comme ça va être clair. Le produit intérieur russe, c'est quelque chose comme 2000 milliards. C'est-à-dire comme l'Espagne à peu près, un peu plus, un peu moins, et moins que la France. Face à l'Union européenne, le produit intérieur de l'Union européenne, face à ces 2000 milliards, c'est 17 000 milliards. Et si on ajoute la Grande-Bretagne, ça fait 22 000 ou 21 000 milliards. Et donc, on est un ensemble dont la capacité est 10 fois supérieure à celle de la Russie. Mais la différence, c'est que nous ne dirigeons pas cette capacité vers la guerre. Et pas vers notre défense non plus. C'est ce que je dis. Alors que Trump consacre, écoutez bien, 40% du budget de son pays à la guerre. Et il demande aux pays de l'OTAN d'aller jusqu'à 5% du PIB pour notre... Non, je parlais de la Russie. Vous parlez de la Russie, 40%. Oui. Si j'ai fait un lapsus, excusez-moi. Poutine qui consacre 40% de son PIB à la défense. Poutine, le dirigeant russe, consacre 40% de son budget national à la défense, à l'armée et à la guerre. Donald Trump nous demande d'augmenter jusqu'à 5% du PIB. Ça n'est pas le point sur lequel je lui donnerai tort. Les Européens se sont endormis, François Bayrou. Je lui donne tort de renverser les lois qui faisaient que nous vivions en paix. Je lui donne tort de faire de ses alliés des adversaires et des ennemis. Et je lui donne tort de rendre le monde plus insécurisé qu'il ne l'était, plus dangereux qu'il ne l'était. Et un jour ou l'autre, tout cela se verra de manière éclatante. Mais nous sommes devant une question, nous les Européens, qu'est-ce que nous faisons ? Est-ce que nous ne sommes pas, François Bayrou, nous sommes sur CNews et Europe 1, en train de nous réveiller après nous être endormis pendant de longues années. Nous n'avons pas consacré le budget nécessaire à l'OTAN. Les États-Unis payent 70% du budget de l'OTAN. Il est temps de financer notre défense et d'augmenter notre effort d'armement français. À quoi vous préparez les Français aujourd'hui ? À un effort national ? Une économie de guerre ? Cette évidence-là, qu'il faut que l'Union européenne et la France au sein de l'Union européenne, la France qui est la seule à avoir fait des efforts d'indépendance, d'autonomie, pendant des décennies, jusqu'à ce jour, nous avons été le seul pays à porter cette idée étrange aux yeux des autres qu'on avait besoin de construire une capacité, enfin une possibilité de se défendre sans les États-Unis. Pas contre les États-Unis, sans les États-Unis. Ça date du général de Gaulle. Ça date du général de Gaulle, et il avait raison. J'ai lu l'autre jour à la tribune de l'Assemblée une déclaration qui était la sienne en 1962. Et il dit, mais
faut faire attention parce que personne ne sait ce qui peut arriver aux États-Unis. Et il décrit les fragilités de la société américaine en montrant à quel point ça peut nous entraîner dans des choses inimaginables et impossibles. Que de temps perdu, malgré la France. Malgré la France. Parce que s'il y a une chose certaine, c'est que tous les gouvernements successifs du pays ont construit, bâti l'idée que dans l'Alliance, alors la France pouvait et devait être indépendante. Et c'est la raison pour laquelle nous avons une armée qui est la seule indépendante dans les armées européennes, qui a toutes les facultés d'intervention dans tous les domaines, jusqu'au domaine suprême de la dissuasion nucléaire, et nous sommes les seuls à être libres de déclencher ou pas. Donc on ne partage pas la dissuasion nucléaire et ses attaques. Mais on ne peut pas partager la dissuasion nucléaire. En revanche, c'est-à-dire celui qui doit prendre la décision s'agissant du nucléaire et de l'arme nucléaire, c'est le président de la République française. Il est élu pour ça. Mais ça ne veut pas dire, et le général de Gaulle l'a dit 10 fois, que les intérêts vitaux du pays, au nom desquels on peut prendre une décision aussi lourde de conséquences, les intérêts vitaux du pays, ce n'est pas que les intérêts de l'Hexagone. C'est toute l'Union européenne ? Non, ça dépend de l'appréciation du président de la République française de l'époque, du moment. Les intérêts vitaux. Est-ce que vous croyez qu'une attaque contre l'Allemagne n'est pas une partie des intérêts vitaux de la France ? Est-ce que vous pensez qu'une attaque contre la Belgique n'est pas une partie des intérêts vitaux de la France ? Et en fait, sur l'ensemble de l'Union européenne sont engagés des intérêts vitaux de la France. Mais, c'est important, il n'y a pas d'automaticité. Il y a l'appréciation par le président de la République française du moment où ces choses se produiraient, et à l'appréciation de savoir si nous sommes menacés dans ce qui est vital pour nous. Donc pas d'automaticité, pas de mutualisation. Mutualiser, c'est considérer qu'on a des intérêts vitaux en commun. Mais vous voyez bien que le patron, ça reste le président de la République française du moment où ces choses se produisent. Pardonnez-moi sur les armées françaises, et c'est tout à fait normal, il faut rendre hommage à nos armées, malgré tout, et on le déplore pendant des années, elles ont été, ces armées, et notamment les budgets, des variables d'ajustement, monsieur le Premier ministre. D'ailleurs, je suppose que ça vous a heurté à ces moments-là. Et d'ailleurs, un ancien chef d'état-major, Pierre de Villiers, a été contraint à la démission pour cette raison. Il ne voulait pas dire à ces gars, les armées sont à l'os. Eh bien, ce qui a été vérifié depuis 2017, l'incident dont vous parlez, c'est 2017, c'est que nous avons, écoutez bien, multiplié le budget de la défense par 2. Par 2. Vous en connaissez des pays qui ont fait ça ? La Russie. Oui, alors c'est plus que par 2. Et ce que vous venez de dire, il faut s'arrêter un quart de seconde. Allez-y. Ce déploiement de la puissance militaire de la Russie, ça s'arrêtera pas là. Les usines sont lancées, les chaînes de production sont lancées. Et est-ce que vous connaissez dans l'histoire un pays qui s'est doté de moyens de cette nature et qui a renoncé à s'en servir ? D'accord, donc menace directe à nos frontières. Vous reprenez et vous êtes sur les mêmes lignes que le président de la République. C'est une menace directe contre la liberté de l'Union européenne. Ce qui se joue en Ukraine. Oui, ce qui se joue en Ukraine, c'est pas seulement le territoire malheureux de l'Ukraine. Ce qui se joue en Ukraine, c'est la loi qui fait que les nations peuvent vivre libres en Europe. C'est ça la question. Malgré tout. Et l'histoire et nos concitoyens seraient en droit de nous faire des procès sur le thème impardonnable de « vous n'avez rien fait » quand tout s'est présenté. Est-ce que vous allez les associer dans quelques instants avec Laurence sur CNews et Europe 1 ? Nous allons parler de décisions historiques. Peut-être qu'ils vont engager un effort sans précédent. Est-ce que ce n'est pas le moment de consulter les Français ? C'est vraiment le droit des peuples disposer d'eux-mêmes. Oui, bien sur ces sujets-là. Surtout, ce que vous suggérez, c'est le droit des peuples à ne pas disposer d'eux-mêmes, ou à ne plus disposer d'eux-mêmes, à renoncer à leur liberté. Parce que c'est ça qu'on est en train d'entendre cheminer souterrainement.
en disant tout ça vaut pas la peine. Non, consulter les Français pour savoir quelles orientations nous prenons. Oui, mais on ne peut pas consulter les Français en l'air. On ne consulte les Français, c'est la Constitution, que sur un texte, et sur des textes qui sont dans des domaines extrêmement précis, domaine économique et social et domaine des institutions. Mais est-ce que c'est l'affaire de tous les Français? Oui. Bien sûr. François Bayrou. Et ce qui est à craindre, ou ce que nous avons vécu depuis des années, c'est qu'on a jeté un voile pudique, sauf les 8 dernières années, parce que là, l'effort a été considérable, et on l'a reproché. On a jeté un voile pudique sur les très grands enjeux. Ces enjeux-là, c'est le moment de les reposer. Parlons des Français, François Bayrou. Nous sommes sur CNews et sur Europe 1. L'expression économie de guerre est désormais sur toutes les lèvres. Vous avez dit que vous ne vouliez pas sacrifier notre modèle social. Vous avez dit qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. On sanctuarise notre modèle social et pourtant, il va devoir faire face à des dépenses extraordinaires. Où est-ce que vous allez trouver cet argent? Est-ce que ce sont les Français qui vont payer? Ceux qui nous regardent et nous écoutent ce soir. Permettez-moi de remettre la hiérarchie des choses. Nous avons devant nous cette question considérable, cet enjeu considérable. Est-ce que nous devons être un pays en mesure de se défendre avec l'ensemble de l'Union européenne ou pas? Il y a des gens qui disent non. Okay. Et vous? Mais la responsabilité du gouvernement, et a été exprimée par le président de la République avant-hier, il y a 3 jours. La responsabilité du gouvernement est de répondre non, nous ne pouvons pas laisser désarmer le pays, c'est vital. Et cependant, le gouvernement a une deuxième responsabilité, c'est de se poser la question des difficultés et des problèmes qui font que la France est en situation de faiblesse alors qu'elle devrait être en situation de force. On n'oublie pas ces enjeux donc, François Bayrou. Et donc, on ne peut pas, au nom de l'enjeu de défense, oublier la totalité des autres enjeux. La France ne se défendra vraiment que si elle a un appareil de défense et si elle est forte. Et cette force du pays, dans tous les domaines où elle doit s'appliquer, je vais en citer quelques-uns devant vous, nous ne pouvons pas la laisser de côté. Par exemple? C'est très simple. L'éducation, nous ne pouvons pas la laisser de côté. Les retraites. Je vais expliquer ça. Allez-y. On ne peut pas être un peuple fort si les générations nouvelles ne sont pas formées comme elles devraient l'être. Est-ce qu'elles le sont? La réponse est non. Mais... Est-ce que le niveau en lecture, en écriture, en mathématiques dans l'école et le système de formation français, est-ce que ce niveau est suffisant? Non. Est-ce qu'on peut laisser cette question de côté? Non. Les questions que je vais citer maintenant, nous avons le devoir de les traiter en même temps que nous devons réarmer la capacité de défense du pays. Vous dites à raison qu'un pays miné de l'intérieur ne peut pas se défendre par rapport à l'extérieur. Vous parlez de l'école, où il y a parfois des professeurs qui sont souvent visés et ciblés. On peut parler aussi malheureusement de certains quartiers perdus de la République. On peut parler de la menace islamiste. Que répondez-vous à ceux qui, dans l'opposition, vous disent vous montez la surenchère sur cette guerre pour ne pas traiter les besoins des Français? Vous l'entendez, Sonia Mabrouk, cette attaque? Vous avez entendu ce que j'ai répondu. Et je le répète devant vous. C'est une priorité absolue de s'occuper de la défense du pays et de l'Union européenne. Et cependant, nous ne pouvons pas laisser de côté tous les autres problèmes qui se posent. Je continue mon énumération. Allez-y. Nous avons cette difficulté avec l'école, qui est une difficulté qui traîne depuis des années. J'ai quitté le ministère de l'Éducation il y a 25 ans, 30 ans, et le niveau des élèves était 1 an supérieur au niveau des élèves aujourd'hui. Ce n'était pas de ma responsabilité. Vous voyez la pente qui a été suivie. Je ne laisserai pas l'école sans réponse et Elisabeth Borne, qui a cette responsabilité, ne la laissera pas non plus. Notre modèle social. On ne peut pas laisser les finances publiques dans l'état de délabrement.
dans l'état de déséquilibre dans lequel elles sont. C'est un sujet que vous portez depuis longtemps. Que je porte depuis des décennies. Beaucoup de Français vous reconnaissent. Et que personne n'écoutait. Et cependant, aujourd'hui, déficit et dette exigent un rééquilibrage. Comment en économie de guerre, monsieur le Premier ministre ? En tout cas, un plan de rééquilibrage. Comment en économie de guerre ? Mais parce que c'est précisément là qu'il va falloir être avisé dans original. Les réponses. Oui, original, créatif. Avisé. Vous voulez dire ne pas convoquer l'impôt ? Je pense que le recours à l'impôt, on peut trouver des adaptations, mais le recours à l'impôt, il est au bout de sa logique. Reprenons cette idée que j'ai défendue déjà à votre micro. Si vraiment c'était l'impôt qui faisait la prospérité des nations et le bonheur des peuples, alors la France serait de très loin le pays le plus heureux du monde. Donc on taille dans les dépenses sociales, François Bayrou. Qu'est-ce qu'on fait pour financer cet effort de Laissez-moi dire ce que je pense. Troisièmement, il y a tout ce qui relève, vous avez parlé des retraites, et les partenaires sociaux ont accepté de se mettre autour de la table pour réfléchir à une meilleure organisation sans dégrader la question de l'équilibre financier des retraites. Là encore, j'étais le seul à dire qu'il y avait un problème d'équilibre financier des retraites, de déséquilibre financier des retraites, avec à la fois des déficits et un recours à l'argent public pour équilibrer les finances. Il y a un problème de l'action publique, de l'État, des collectivités locales, parce que en dépit de l'argent considérable ou des dépenses considérables, on voit bien que la réponse que les Français reçoivent n'est pas la bonne. On a un problème d'aménagement du territoire. Mais on n'a que des problèmes, là, vous nous posez le diagnostic. Oui. Où sont les solutions ? Eh bien, on reste à peu près 15 minutes. On a un problème d'aménagement du territoire, parce qu'il y a des zones qui se sentent abandonnées et qui, en effet, le sont. On a un problème de désindustrialisation et on a laissé sur 30 ans s'établir une situation qui n'est pas une situation qui permet de préparer l'avenir du pays. Et à votre tableau, ma mission, la submersion migratoire que vous avez vous-même on y vient parce que j'imagine bien que vous allez m'interroger sur ce sujet. Puisque vous en avez parlé. Et donc, la situation du pays ne permet pas ni le désintérêt, ni la désinvolture. À qui le dites-vous, monsieur le Premier ministre ? Je le dis au gouvernement, je le dis à moi-même, je le dis aux parlementaires, je le dis à l'opinion publique française. Et comme vous avez eu la gentillesse de le noter, c'est pas d'aujourd'hui que je le dis. J'ai toujours essayé de porter cette prise de conscience qui n'a pas eu lieu et qui doit maintenant avoir lieu. Alors, vous posez une deuxième question. Est-ce qu'on a les moyens de faire ça ? En moyens supplémentaires, non. Alors comment on fait ? Ça n'est pas en dépenses supplémentaires qu'on va pouvoir trouver la réponse à ces questions-là. On va piocher dans l'épargne des Français, tout le monde le sait. Non. La question est une question de réorganisation de notre action. De réorganisation de l'action publique, de réorganisation en matière de santé. Vous voyez bien la difficulté qui fait qu'un très grand nombre de Français n'ont plus accès. De réorganisation dans la simplification. J'ai cité à la tribune de l'Assemblée l'autre jour, il y a une très grande organisation d'études internationales qui a calculé ce que dans chaque pays faisait perdre la trop grande complexité des paperasses, de la bureaucratie, des normes et des règles. Ne vous engagez pas sur ce sujet, parce que des machins inutiles, il y en a beaucoup en France. Et la liste peut être exhaustive. Tout à fait. Vous êtes en train de toucher du doigt. Vous voyez que cette émission est utile. On nous l'espère. Vous êtes en train de toucher du doigt ce que je veux illustrer. Cette très grande organisation internationale a calculé ce que tout cela faisait perdre à la capacité de production du pays. Et ils ont trouvé des chiffres stupéfiants. En Allemagne, ça fait perdre un peu plus de 0,5%. En France, ça fait perdre 4%. Donc vous serez l'homme de du la richesse du pays. De ce mammouth-là ? C'est pas un mammouth, c'est la somme de nos paresses. C'est la somme de
au fond, du laisser-aller et des logiques internes. La logique interne de ce genre de système, c'est la bureaucratisation continue. C'est que le président de la République fait très souvent, en tout cas dans les conversations que nous avons eues au travers du temps, il a très souvent été frappé par ceci. Quand il y a un drame, l'État est formidable. Si vous avez un cyclone, un tremblement de terre, l'incendie de Notre-Dame, une grande catastrophe, alors tout l'État se met en route pour être présent, efficace, attentif, empathique, comme on dit, partager les émotions et apporter des réponses immédiates. Et dans le reste du temps, l'État, l'action publique en général, parce qu'il n'y a pas que l'État national, il y a l'action locale aussi, cet État-là devient un frein, un enlisement. Les Français le connaissent bien. Parce qu'on a laissé faire. Parce que j'étais hier, je présidais le comité interministériel sur le handicap. Et j'ai reçu des témoignages que j'ai lus et ont été exprimés par les associations de handicapés, des témoignages désolants sur ce point-là. Quand vous avez un enfant en situation de handicap grave, le nombre de dossiers qu'il faut remplir, vous parlez comme c'est utile et intéressant d'obliger les parents de Français qui nous écoutent d'obliger les parents à remplir des papiers interminables simplement pour avoir droit à l'aide que le handicap de leur enfant leur ouvre. La bureaucratie, la technocratie, mais les chiffres sont têtus, Monsieur le Premier ministre. Permettez-moi juste de les citer. En 1960, notre défense faisait 5% du PIB et la dépense sociale, c'était 15%. 15%. Alors comment aujourd'hui on retrouve ce niveau de 5% avec une dépense sociale qui pèse 2 fois plus? C'est la quadrature du cercle, vous devez être très bon en arithmétique. C'est la quadrature du cercle et je vais vous dire quelque chose qui pour moi est évident. Si ça avait été fait par d'autres, je ne serais pas là. Vous savez bien que c'est au terme d'un long processus de difficultés et de chutes successives qu'on se retrouve là. Mais je n'aliénerai, je n'abdiquerai en rien notre responsabilité. C'est notre responsabilité de traiter ces questions-là aujourd'hui. Et ce matin, vendredi, vont m'être rendues les contributions que j'ai demandées à toutes les administrations centrales du pays. J'ai réuni tous les ministres et toutes leurs administrations avec une question simple. Vous allez me dire ce que vous produisez. À quoi votre administration sert? Quel est le service qu'elle rend aux Français? Et vous allez me l'expliquer en termes simples. Ça va prendre du temps tout ça? Non, c'est ce matin. C'est fait. Okay, très bien. Il y a 15 jours que j'ai lancé ce mouvement-là. Pour moi, il est très important parce que sur chacune des missions, on va évaluer. Et je vais partager avec les Français la liste de ces missions et de ces difficultés. Et on va aller plus loin. Vous parliez de ce grand problème de la simplification. Je vais mettre les usagers en situation de décideur. Au lieu de laisser les usagers demander et l'administration d'accepter ou de refuser la plupart du temps les demandes qu'elles sont faites, on va inverser le processus. Ça ne veut pas dire qu'on va faire n'importe quoi. Mais ça veut dire que au lieu d'avoir des citoyens en situation de sujet, d'obéir à un souverain, l'État qui décide et multiplie l'État, l'Union européenne, qui décide et multiplie les obstacles et les exigences, on va faire le contraire. Une forme de décentralisation populaire. Les usagers vont être en droit de dire « mais votre ligne 401, là, ça sert à quoi ?» Je vais un tout petit peu plus loin et j'ai fini. Ça sert à quoi? L'administration contrôle la totalité des déclarations des usagers. Ça prouve qu'ils ont tous les renseignements. Alors pourquoi on n'inverse pas le mouvement? Au lieu de dire les usagers vont avoir à remplir, les usagers, les entreprises, les PME, les artisans vont avoir à remplir
toutes ces paperasses dont ils se sortent pas et ils s'arrachent les cheveux parce que tout le monde n'a pas une direction administrative pour faire les choses à sa place. Encore qu'on a pu, grâce aux maisons France Service, aider une partie des citoyens. Au lieu de mettre toute cette charge sur les épaules des usagers, on va inverser le mouvement. Pourquoi est-ce que c'est pas l'administration qui remplit les papiers et les usagers qui contrôlent? François Bayrou, et cette idée-là, j'ai presque fini, parce que tout ça est une chaîne. On va simplifier la simplification. Tout ça est une chaîne. J'ai défendu pendant des années, dans des campagnes présidentielles qui ont eu plus ou moins de succès, parfois plus, parfois moins, j'ai défendu l'idée de la retenue à la source pour l'impôt sur le revenu. On me disait, ça n'est pas possible. C'est impossible. Vous êtes un rêveur. Il y a même des gens très bien qui défendaient l'idée que ça n'était pas constitutionnel. Eh bien, je vous dis que, heureusement, le président de la République est arrivé, le gouvernement l'a fait, Darmanin était à ce moment-là ministre du Budget, on l'a fait, oui, et il est vrai sans trop de et il n'y a pas eu une ride à la surface du lac. Bayrou, on est sur CNews et sur Europe 1. Permettez-moi de revenir à des questions extrêmement concrètes parce qu'elles intéressent nos auditeurs et téléspectateurs sur CNews et sur Europe 1. Comment allons-nous financer cet effort de réarmement? Les ministres de l'économie, comme celui des armées, messieurs Lombard et Lecornu, ont tous les deux évoqué une mobilisation volontaire de l'épargne des Français, une forme de placement patriotique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça fait partie des solutions, mais je suis pas venu pour vous dire que les solutions sont arrêtées. Je pense que le travail que nous avons à conduire va prendre des semaines, peut-être jusqu'à 2 mois, pour redessiner la manière dont notre pays va mobiliser ses moyens au service de ces 2 objectifs que j'ai définis devant vous, c'est-à-dire la défense d'un côté et deuxièmement la refondation de notre manière de vivre ensemble. Est-ce qu'on fait appel aux Français, monsieur le Premier ministre? Un emprunt national? C'est une possibilité. Faut-il que l'emprunt, faudrait-il, si on s'y décidait, et je vous dis que pour moi, sur ce point, la décision n'est pas du tout prise. Vous connaissez vous connaissez mieux que personne la faiblesse de ce monde politico-médiatique. La faiblesse, c'est que... C'est vous les politiques, hein? Oui. Et réciproquement, symétriquement, vous êtes l'autre côté. C'est qu'on veut avoir les réponses avant d'avoir posé les questions. Vous êtes tellement pris, nous sommes tellement pris dans l'enchaînement des urgences, des prises d'antenne et des réseaux sociaux. Et donc, je dis, ce type de décision n'est pas prise. Nous allons les définir ensemble. Et il faut avoir du calme dans cette période. Alors, le calme parce que les Français ont besoin, plus juvéniles que vous ne croyez. Et donc, les Français ont besoin d'être assurés qu'il y a du sang-froid chez ceux à qui ils ont confié la responsabilité. Besoin d'être rassuré, Monsieur le Premier ministre, pardonnez-moi, dans un monde de menaces, nous avons parlé de la menace russe, il y a une autre menace sur notre propre sol, qui est la menace islamiste, terroriste islamiste, et dans la foulée de l'attaque islamiste de Mulhouse, vous avez annoncé, aux côtés du ministre de l'Intérieur, donner 6 semaines à l'Algérie pour reprendre leurs ressortissants les plus problématiques. Sinon, il y aura un réexamen des accords de 68. De son côté, Emmanuel Macron, depuis le Portugal, a nettement tempéré votre ultimatum. Certains disent que c'est un désaveu. Comment, Monsieur le Premier ministre, et là peut-être la question est davantage adressée au Président de la République, mais vous allez y répondre, on peut se montrer comme Churchill face à Poutine et comme Chamberlain face à Tebboune? Oui, je partage pas ce genre de formule un peu désobligeante. C'est pas du tout ça la question. Le Président de la République est dans son rôle parce que constitutionnellement, le défenseur des traités, c'est lui. La responsabilité de défendre les traités, c'est la sienne. Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que je dis comme responsable du gouvernement? Je dis quelque chose d'assez simple. Nous avons avec l'Algérie des accords super privilégiés. Des accords qui dépendent de vous, monsieur le Premier ministre. Il n'y a pas d'autres qui ont été faits en 68, et en 68, je vous jure que j'avais d'autres... du ressort du Premier ministre. Il n'y a pas d'autres pays qui ont ces faveurs-là. Préoccupations, en particulier du Maghreb, je vous le confirme. Que ces accords-là. Il n'y a pas d'autres pays dans le monde qui ont avec la France des accords aussi privilégiés que ceux que nous avons avec l'Algérie.
l'histoire l'explique. Le drame que nous avons vécu ensemble, quelle que soit la situation de ceux qui le vivaient, il y a eu des blessures très importantes des deux côtés, et il y a beaucoup de nos compatriotes pour qui ceci est encore brûlant. N'est-il pas temps de tourner la page des deux côtés? Oui, mais quand vous avez des blessures profondes, seul le temps peut vous permettre de tourner la page. Ça en est passé du temps, malgré tout. Et il ne faut pas mépriser ou sous-estimer les blessures qui ont été le résultat de ce drame. Il ne faut pas non plus les utiliser peut-être dans l'autre sens, monsieur le Premier ministre. Je partage exactement votre sentiment. C'est une question. Donc nous avons des accords super privilégiés. Des accords super privilégiés, ça signifie qu'on doit avoir du respect mutuel. Faut-il les revoir, les réviser, François? Et le respect mutuel, ça commence par le respect des accords. Avec compréhension, avec tact, avec une manière de parler. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de... Monsieur le Premier ministre, après tant d'humiliation de la France. Excusez-moi. Je ne sous-estime pas ce que vivent intimement dans notre peuple des femmes, des hommes, des jeunes qui sont liés par leur histoire à ce drame, quel que soit leur lien. Je ne sous-estime rien de tout ça. Donc vous dites que de précautions. Oui, je pense à Boualem Sansal en particulier. Oui, je pense à ce grand écrivain qui a 80 ans, qui est malade, qui est retenu dans les geôles algériennes, et c'est insupportable. Que faites-vous pour faire libérer? Je dis, nous avons des accords super privilégiés. Des accords super privilégiés, ça impose un vrai respect. Réciproque, dans les deux sens. Ça commence par le respect des accords. Mais il y a d'autres questions. Le gouvernement algérien a développé contre la langue française, contre la culture française, des politiques extraordinairement agressives. Notamment dans les écoles privées algériennes. Est-ce que c'est normal pour des pays qui ont ensemble des accords super privilégiés? Et c'est pas moi qui vais oublier que les gouvernants ont naturellement le souci du respect qu'on leur doit, de la manière dont on doit s'adresser à eux. Ça n'est pas du bras de fer que nous devons chercher, mais nous devons chercher à préciser la portée des accords que nous avons et ce que ces accords signifient en termes de respect réciproque. C'est ça ce que j'ai défendu et c'est ce que je crois absolument nécessaire. Et je suis sûr, le président de la République, j'ai lu des déclarations de lui il y a 3 jours, qui disait à peu près la même chose. À peu près, oui. Oui. Non, mais j'entends ce que vous dites, à peu près, donc pas exactement. Bah oui, mais il est président de la République, je ne le suis pas. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Je ne le suis... Non, mais plus largement, un certain nombre de gens aimeraient qu'il y ait une querelle, une guerre. C'est impossible. Je ne laisserai pas faire ça. Parce que la situation du pays est trop grave pour qu'on se laisse aller à des attitudes nuisibles pour le pays. Nuisibles. La situation exige que tous les responsables soient profondément solidaires entre eux. J'ai dit, il y a eu des temps de dépendance du gouvernement à l'égard du président de la République, souvent. Il y a eu des temps d'affrontement, de cohabitation. Nous ne sommes ni en dépendance ni en cohabitation, nous sommes en co-responsabilité. C'est-à-dire que chacun dans son rôle, et les rôles ne sont pas les mêmes. Le président de la République est élu au suffrage universel par tous les Français. Ça n'est pas le cas du chef du gouvernement. Mais nous avons chacun notre responsabilité. Je remplirai cette responsabilité. Merci beaucoup François Bayrou d'être venu ce jour. C'est l'habitude de travailler le soir qui me fait parler ainsi sur CNews. C'est un plaisir de vous accueillir le matin à la grande interview. Merci à vous Sonia Mabrouk. Merci Monsieur le Premier ministre. Tout de suite sur nos antennes. Pascal Praud, pour l'heure des pros. Bonne journée à vous.